Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui occupe mon esprit depuis au moins plusieurs années. Et pour bien comprendre cette question, laissez-moi attirer votre attention sur ce petit organisme bleu. Ne laissez pas sa taille vous tromper, il est bien plus important qu'il en a l'air. Ce petit organisme bleu, il représente l'ONU, c'est-à-dire la plus grosse organisation internationale au monde. On parle de 193 pays membres, 2 millions de personnels déployés depuis 1948, 12 prix Nobel de la paix, parce que oui, l'ONU peut recevoir des prix Nobel au même titre qu'un homme politique, mais surtout, une organisation extrêmement complexe. Et moi, j'aimerais m'intéresser à l'une, si ce n'est sa fonction la plus importante, le maintien de la paix, représenté par un objet symbolique que vous avez absolument tous déjà vu, le casque bleu. En fait, l'ONU, j'ai l'impression de la voir partout depuis aussi loin que je me souvienne. Dans des manuels scolaires, dans la bouche de mes conseillers d'orientation, dans des reportages télé, des articles de presse, des stickers collés sur des étuis d'ordinateur à la bibliothèque, et pourtant, depuis quelques années, j'ai un a priori assez négatif sur elle. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Alors, c'est peut-être juste une haine subconsciente parce que le siège de l'ONU propose des stages non rémunérés à des étudiants qui veulent se lancer dans la vie active, et ça m'énerve profondément, mais surtout, et plus probablement, parce que l'ONU a laissé passer ça, et ça. Une organisation dont l'une des activités principales est le maintien de la paix n'a absolument rien fait pour empêcher 2 massacres d'une ampleur et d'une violence inouïe qui ont fait perdre la vie à plus de 800 000 personnes. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, vous allez le voir. Mais la question qui me trotte dans la tête depuis des années reste plus que légitime. L'ONU sert-elle vraiment à quelque chose? Et plus spécifiquement, les casques bleus envoyés par l'ONU dans des zones de guerre sont-ils réellement utiles pour maintenir la paix? Plus j'étudiais l'organisme bleu sous mon microscope, plus je m'enfonçais dans un tunnel vertigineux, et plus je me rendais compte que tout ce que je croyais savoir sur l'ONU était inexact, voire complètement faux. Alors, voici ce que je vous propose. Je vous montre l'aboutissement de semaines de recherche, et vous avez juste à vous asseoir confortablement et à vous laisser guider. Vous êtes prêts? Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est le leader mondial dans l'industrie du VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est aussi l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Donc admettons que vous êtes casque bleu, déployé par l'ONU, admettons au Liban, CyberGhost VPN s'avère super pratique. Vous pouvez changer votre emplacement virtuel et regarder des contenus qui auraient été indisponibles dans la zone géographique où vous vous trouvez, sur des plateformes comme Netflix ou Disney+, par exemple. Et évidemment, CyberGhost marche aussi si vous n'êtes pas casque bleu, la plateforme est ouverte à tous. Mais le plus gros avantage de CyberGhost VPN, c'est que la sécurité en ligne et la protection de vos données sont leurs préoccupations principales. CyberGhost VPN crypte votre trafic internet et le redirige via des serveurs sécurisés dans plus de 100 pays, garantissant ainsi une sécurité et une confidentialité totale. Personne, ni des hackers, ni votre fournisseur d'accès internet, ni même CyberGhost lui-même, ne peut voir ce que vous faites en ligne grâce à leur politique stricte de non-conservation des logs. En gros, CyberGhost ne garde aucune trace de vos activités en ligne. Pas d'historique de navigation, pas de suivi. Votre adresse IP est cachée en permanence, exactement ce qu'on attend d'un vrai VPN. Vos données sont protégées avec un chiffrement ultra sécurisé de niveau militaire, le même que celui utilisé par les banques ou les institutions gouvernementales par exemple. Donc même si quelqu'un mettait la main sur votre connexion, il ne pourrait absolument rien en faire, vos données seraient complètement illisibles. Vous pouvez protéger 7 appareils à la fois, quel que soit le système d'exploitation, et bénéficier d'un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc que vous soyez casque bleu ou civil, si vous voulez parcourir internet plus sûrement, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 4 mois gratuits et 83% de réduction, soit 2,03 € par mois. Et si vous n'êtes pas sûr d'aimer leur service, CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Bon, alors, je commence par où? Ah oui, l'ONU et ses casques bleus sont-ils réellement utiles? Bon, pour ça j'ai pris une approche assez simple. Les casques bleus, ils dépendent du département des opérations de maintien de la paix, le DOMP. Ce département, comme son nom l'indique, il gère les dites opérations partout dans le monde. Donc en principe, si je prends l'ensemble des opérations de maintien de la paix gérées par le DOMP, on va les appeler OMP pour faire plus court, j'ai juste à les classer, voir lesquelles ont fonctionné, lesquelles ont échoué, et je devrais avoir une réponse assez claire. Alors bien qu'une flopée d'universitaires se soit déjà penchée sur le sujet, il n'existe en fait qu'assez peu d'études qui tentent de classer l'ensemble des OMP selon des critères objectifs. En fait, il existe surtout un article, celui-ci, une évaluation du succès des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, écrit par cet homme, Dwayne Bratt, professeur de relations internationales canadien en 1996. Alors merci Dwayne, ton article il met d'une valeur inestimable puisqu'il me mâche déjà une grosse partie du travail. Et donc cet article, ça va être notre point de départ.
En fait, pour Dwayne, mesurer le succès des opérations de maintien de la paix doit se faire en répondant à 4 questions essentielles. Numéro 1, est-ce que l'objectif de la mission, ce qu'on appelle le mandat, a été rempli? Numéro 2, est-ce que la mission a permis de faciliter la résolution du conflit dans la zone dans laquelle elle a été déployée? Numéro 3, est-ce que la mission a permis de contenir le conflit à l'intérieur du territoire en question? Et numéro 4, est-ce que la mission a permis de limiter les victimes civiles et militaires? Ok, donc 4 critères de prime abord assez simples, et là Dwayne se dit « Je vais prendre l'ensemble des opérations de maintien de la paix depuis la création de l'ONU jusqu'à aujourd'hui, et je vais juger chacune d'entre elles selon ces 4 critères. » Dwayne donne ensuite une note à chaque opération, et livre ses conclusions. Mais j'ai été obligé de faire quelques modifications à cette étude. Pour ne pas alourdir la vidéo, je vous ai mis les détails de ces modifications dans la description, mais pour faire simple, j'ai un peu changé les critères d'évaluation, et surtout, j'ai mis l'étude à jour puisque celle-ci datait de 1996. J'ai donc inclus toutes les missions qui avaient été déployées depuis. Bon, alors associer des acronymes de missions à des couleurs, ça peut paraître tout con, mais c'est loin d'être facile. Parce que même avec les critères mentionnés avant, il reste une part de subjectivité. Cela étant dit, il est maintenant l'heure d'établir le classement pour répondre à notre question. Et donc après un peu de travail, voici ce à quoi ressemble le palmarès. Ah, bah j'avais raison alors. En regardant le classement, il me semble que mon intuition initiale et peut-être la vôtre est confirmée. Le palmarès des opérations de maintien de la paix est mitigé, voire médiocre. Depuis la création de l'ONU, le taux de réussite pour l'ensemble des missions terminées est de 44%. C'est moins de chances que de gagner sur un pile ou face, c'est pas fou. Alors, la vidéo pourrait s'arrêter là, mais ce serait trop simple. En vérité, nous n'avons qu'égratigné la surface. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Si je place notre palmarès sur une frise chronologique, la répartition ressemble plus à ça. On a d'abord les succès, puis les succès modérés, les échecs et les échecs totaux. Ah, pardon, mon interface s'est emportée on dirait. Ça c'était pour un peu plus tard dans la vidéo normalement, mais bon maintenant qu'on y est, laissez-moi vous donner un peu de contexte. En seulement 4 ans, entre 1991 et 1995, au moins 1,5 million de civils perdent la vie en Angola, en Somalie, au Rwanda et en Bosnie, malgré la présence sur place de casques bleus. Le génocide rwandais et le massacre de Srebrenica en sont les exemples les plus marquants. C'est la douche froide, on y reviendra un peu plus tard, mais il m'est impossible de continuer sans revenir un peu en arrière. Suivez-moi. Notre petit organisme bleu naît en 1945. Il a quelques ancêtres, notamment la Ligue des Nations, la première organisation mondiale en charge du maintien de la paix dans l'entre-deux-guerres, mais reste un être unique en son genre. En fait, son ADN, tel qu'on peut l'observer dans sa charte fondatrice, ne fait aucune mention des termes opération de maintien de la paix, peacekeeping en anglais ou même casque bleu. C'est bizarre, mais en fait ces notions elles sont mentionnées implicitement. Ce que le chapitre 6 de la charte de l'ONU dit, pour résumer, c'est que si un conflit éclate au sein d'un pays ou entre plusieurs pays membres de l'ONU, on demande très poliment à ceux ou ces pays de régler ce différend par des moyens pacifiques. Si la situation ne se résout pas, le Conseil de sécurité intervient. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe qui se charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est composé de 5 membres permanents, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine, et de 10 membres non permanents élus. En cas de conflit donc, ce conseil peut faire des recommandations. Et là, vous voyez le problème. Si en effet un conflit menace le maintien de la paix, qu'est-ce que le Conseil de sécurité peut faire concrètement? Bah, pas grand-chose. En plus, l'ONU naît au début de la guerre froide, et monter une opération militaire menée directement par un des pays du Conseil de sécurité, ça aurait pu exacerber les tensions entre les deux blocs. Et donc, il fallait qu'une force physique, neutre et consensuelle puisse aider à la médiation et au maintien de la paix dans une dispute. Comme ajouter un exosquelette au cerveau qu'était le Conseil de sécurité. Cet exosquelette, c'est devenu les casques bleus. Pas une armée de l'ONU, mais des contingents formés de soldats de pays membres de l'ONU qui, le temps d'une mission, revêtissent la couleur bleue et sont déployés selon les résolutions du Conseil de sécurité aux côtés de forces de police ou de civils. Alors, on prend des casques américains M1 disponibles en grande quantité en Europe à ce moment-là, on leur fout un coup de bombe de peinture bleue et voilà. Bleu. Bleu comme l'ONU, mais surtout bleu parce que c'est clairement reconnaissable sur un champ de bataille. Et ça permet aux snipers de différencier ceux qui font la guerre de ceux qui sont là pour maintenir la paix. Bon, la couleur bleue des casques, c'est bien vu, mais comment est-ce qu'ils sont censés opérer? En fait, les opérations de maintien de la paix, elles sont organisées selon
3 grands principes. La neutralité, les casques bleus doivent rester neutres dans leur relation avec les belligérants. L'usage minimum de la force, les casques bleus ne peuvent faire usage de la force qu'en cas de self-défense. Et le consentement. Le pays dans lequel ils sont déployés doit consentir à leur présence. Alors là, j'imagine que vous voyez pourquoi on a encore un problème. La clause de consentement, elle rend quasiment caduque l'utilité des casques bleus, puisque si je suis un régime génocidaire, je ne vais évidemment pas donner mon consentement à des soldats qui pourraient m'empêcher de génocider en paix. Et donc, avec ce framework très imparfait, notre petit organisme bleu commence la première phase de sa vie. La première opération avec une force militaire de grande envergure, c'est UNEF, qui déploie 6000 soldats pour superviser le retrait des forces britanniques, françaises et israéliennes d'Égypte après la crise de Suez de 1956. Et je vous en parle parce que UNEF est représentatif de la première génération des OMP. En gros, des missions qui visent à répondre aux conséquences immédiates de processus de décolonisation tumultueux ou à gérer des conflits entre des États récemment indépendants. Et ça marche pas mal, comme vous pouvez le voir. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Chaque point bleu représente la date de début d'une mission. Ok, regardez ici. Pendant près d'une décennie, entre 78 et 88, aucune nouvelle mission n'est approuvée. La raison est sans doute l'un des facteurs les plus déterminants dans la compréhension des OMP de cette époque, la tension politique entre les deux blocs. Les OMP et les casques bleus sont des concepts créés au début de la guerre froide, dans les limites de ce qui était possible au vu de la rivalité idéologique entre les deux membres les plus puissants du Conseil de sécurité. Et donc, le maintien de la paix est alors grandement impacté par la température des relations entre l'URSS et les États-Unis, qui possèdent tous les deux des vétos au Conseil de sécurité. Mais, malgré ces tensions, le taux de succès dans cette période reste de 62,5%. 1988. Hurrah, la guerre froide se termine tout doucement, et notre petit organisme qui avait eu un début de vie prometteur va prendre un rôle encore plus important. Les opérations de maintien de la paix reprennent de plus belle, et elles subissent 3 grandes transformations. Premièrement, leur nombre. Entre 1988 et 1993, l'ONU conduit 22 opérations. Plus d'opérations en 5 ans que pendant les 40 années précédentes combinées. Et en fait, l'une des raisons principales, c'est que cette période voit la conclusion de nombreuses guerres qui avaient été provoquées et alimentées par les luttes idéologiques de la guerre froide. Et qui est-ce qu'on appelle pour maintenir cette nouvelle paix et réintégrer les anciens combattants? Les casques bleus. En 1988, l'ONU envoie 70 casques bleus en Angola. La mission, surveiller le retrait des forces cubaines qui avaient été déployées 13 ans plus tôt pour soutenir le MPLA, un groupe indépendantiste aligné avec le bloc soviétique qui se battait contre l'UNITA, soutenu par les États-Unis et l'Afrique du Sud. Pareil, en 1989, l'ONU envoie 625 militaires et civils pour superviser le désarmement et démantèlement des factions armées insurrectionnelles au Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua. Au Nicaragua par exemple, l'URSS et Cuba soutiennent le régime socialiste des Sandinistas, là où l'administration Reagan soutenait les contrats. Et là, on arrive à la deuxième transformation. Le succès des années 89, 90 et 91 crée une sorte d'exaltation chez les pays membres de l'ONU. Les gouvernements ont plus de ressources à dédier au maintien de la paix, et l'ONU commence à mener des opérations encore plus ambitieuses, avec des mandats encore plus complexes. Là où en 1949, l'ONU envoyait une trentaine de casques bleus pour surveiller le respect d'un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, en 1993, elle déployait 30 000 civils et militaires en Somalie pour faire tout ça. Cette deuxième transformation, elle s'accompagne d'une troisième transformation, la plus importante de toutes. Une transformation philosophique sur le rôle des casques bleus dans les conflits modernes. L'URSS est tombée, la démocratie libérale semble émerger comme l'unique modèle vainqueur, et un consensus émerge sur le fait que maintenir la paix, c'est plus suffisant. Il faut rajouter des mandats à notre organisme. Maintenant, les OMP, ça va être un outil pour participer au processus de création d'États démocratiques, au développement d'institutions et à la reconstruction économique. Sauf que... tout ne se passe pas comme prévu. C'est un euphémisme. En fait, c'est à ce moment-là que la plus grosse faiblesse de notre organisme bleu est exposée aux yeux de tous. L'ONU n'a pas de volonté propre. Elle n'est que la somme de la détermination des 193 cellules qui la composent, et surtout des 15 cellules qui composent son système nerveux, le Conseil de sécurité. Elle peut canaliser l'énergie produite par ces cellules, mais elle ne peut pas créer d'énergie à partir de rien. À l'ONU, aucun pays n'est obligé de fournir des soldats à la force de maintien de la paix. Vous envoyez des casques bleus uniquement si vous le souhaitez. Et donc, le 6 avril 1994, quand le chaos et la violence commencent à secouer le Rwanda, il devient évident que la force de 2200 et quelques casques bleus présentes sur place ne suffira pas à protéger les civils de la terreur qui les attend. Le 7 avril, 10 casques bleus belges sont massacrés dans l'exercice de leurs fonctions. Alors le Conseil de sécurité se réunit et la question inévitable est posée. Malgré le risque énorme et les garanties de sécurité inexistantes dans un pays en train d'imploser, quelqu'un autour de cette table se porte-t-il volontaire pour envoyer des renforts au Rwanda? Un très long silence suit cette question. Bon, pas de réponse. Les Belges retirent leurs casques bleus, les Bangladais commencent à déserter leur position, personne ne se porte volontaire, la mission au Rwanda est laissée avec 270 hommes dans un pays de 7 millions d'habitants. Et le massacre continue. Quand on s'intéresse à ce qu'il s'est passé au sein même du Conseil de sécurité en cette année 1994, on découvre quelque chose de fascinant.
L'une des raisons principales derrière l'inaction des cellules de notre organisme, c'était la pulsion primaire de n'importe quel être vivant. Le désir de survie. En fait, l'ONU pensait qu'en s'engageant de toutes ses forces au Rwanda, les pertes de casques bleus auraient été tellement lourdes qu'il aurait été impossible de recruter des troupes pour de futures opérations. Ce qui aurait pu présager la fin des OMP et donc la mort de l'ONU. Et donc, l'équation morale était la suivante. Un génocide était acceptable, puisque l'alternative menaçait l'existence même de notre organisme. Alors l'enthousiasme qui avait marqué le début des années 90 disparaît soudainement, et sans surprise, le taux d'échec de cette période est de 61%. 13 missions sur les 33 déployées pendant cette période se soldent en échecs totaux. En l'espace de seulement 12 ans, on a 6 fois plus d'échecs que sur les 47 années précédentes combinées. Alors notre petit organisme bleu, il est mort? Pas tout à fait. Il a frôlé l'arrêt cardiaque, sa réputation est détruite, mais il vit encore. Regardez. Il est en train de muter. Kofi Annan devient secrétaire général en 1997. Il comprend qu'un intense processus de réflexion est nécessaire pour ne pas mettre les clés sous la porte, et il crée un comité pour repenser les OMP. Ce qui mène à ce rapport, publié en l'an 2000, le rapport Brahimi. Un rapport qui marque le début d'une troisième phase dans la vie de l'ONU. Le rapport dit beaucoup de choses, fait des dizaines de recommandations, mais j'aimerais attirer votre attention sur un élément ultra important, peut-être le plus important de tous. Cette citation. Rien n'a été plus préjudiciable à la réputation et à la crédibilité de l'ONU en matière de maintien de la paix au fil des années 90 que sa réticence à distinguer entre la victime et son agresseur. Bon, déjà on sent la culpabilité ambiante, l'ONU a honte, vraiment honte, mais surtout en employant les mots victime et agresseur, le rapport insiste sur le fait que l'ONU ne devrait pas invoquer le principe d'impartialité comme prétexte à l'inaction en situation de crise, et devrait au contraire s'engager en faveur de la protection des civils lorsque ceux-ci sont en situation de danger imminent. Sauf que... attendez une minute. On avait dit un peu plus haut que l'un des principes fondamentaux des opérations de maintien de la paix, c'est la neutralité. Les casques bleus doivent rester neutres dans leur relation avec les belligérants. C'est ce qui est écrit. Ce principe, c'est l'ADN même des OMP. C'est l'un des principes sur lesquels notre organisme a été créé, non? Et là, dans le rapport Brahimi, le mot a changé. C'est même plus neutralité, c'est impartialité. Et on nous dit clairement que ce principe d'impartialité, c'est pas une excuse pour rester dans l'inaction face au massacre de civils. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Souvenez-vous de ce que je vous disais un peu plus tôt. Neutralité, consentement, usage minimum de la force. C'est des paramètres qui ont été mis en place 50 ans plus tôt, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte bien différent. Des paramètres qui définissent la notion de maintien de la paix, qui, elle-même, n'est inscrite nulle part dans la charte de l'ONU. Ce qui veut dire que toutes ces notions, elles peuvent évoluer et changer d'interprétation au fil du temps. Et donc, quand en 2000, les membres du comité en charge d'écrire le rapport Brahimi sont en train de brainstormer, ils repensent à ce qu'il s'est passé dans les années 90. Au Rwanda, à la Bosnie, et ils se disent... on va ajuster les paramètres du maintien de la paix, parce que clairement, les anciens paramètres ne fonctionnent plus dans notre monde actuel. Donc neutralité, c'est-à-dire on traite tout le monde de la même manière, devient impartialité, c'est-à-dire on peut mener des actions coercitives contre des parties étant opposées au processus de paix. Et pareil, les casques bleus ne peuvent faire usage de la force qu'en cas de self-défense, une phrase qui voulait dire à la base qu'un casque bleu pouvait faire usage de la force pour défendre sa vie, ses camarades et ceux à sa charge, son poste, son convoi, son véhicule et son fusil, inclut maintenant la possibilité de faire usage de la force pour protéger le mandat de la mission. Une interprétation bien plus flexible qui mène à ce genre de scénario. Une mission de casque bleu en Côte d'Ivoire qui en 2011 utilise de l'artillerie et des hélicoptères de combat pour mener une offensive sur des milices fidèles au président Laurent Gbagbo. Alors la logique derrière c'était la protection des civils, mais on est quand même à des années-lumière de la notion de neutralité et de self-défense telles qu'elles étaient conçues à l'origine. En fait, petit à petit, notre organisme bleu mute, ajoutant quelques outils en plus à son arsenal. Alors il y a un vrai débat. Certains voient l'ONU comme un parasite dangereux capable de tuer sans doute, puisque le régime d'un pays membre de l'ONU peut être destitué par lui à la suite d'une intervention. Et puis d'autres comprennent ces transformations comme des adaptations, des mutations génétiques qui permettent à l'ONU de garder un rôle important dans un monde bien différent de celui dans lequel elle est née. L'évolution, quoi. Maintenant que vous comprenez un peu mieux notre organisme bleu, j'aimerais qu'on le laisse de côté pour le moment, et qu'on se redirige ici, là où tout a commencé, sur notre frise chronologique. Comme je vous le disais à première vue, le palmarès des OMP m'a pas l'air fameux, je vois pas mal de rouge et d'orange. Pour confirmer cette impression, c'est simple, j'ai juste à vérifier ce que les chercheurs spécialisés dans le domaine disent. Alors je me suis remis au boulot, j'ai lu tout ce que j'ai pu et j'ai été un peu surpris. Alors sur la trentaine d'études et les 5 bouquins que j'ai pu lire, les universitaires semblent quasi unanimes sur le fait que les casques bleus
sont en fait très utiles. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, vous allez le voir. On pourrait en parler des heures parce que le champ d'étude est dense en contenu, mais pour rester concis, j'aimerais attirer votre attention sur deux trouvailles qui semblent revenir assez souvent dans les articles universitaires. Première trouvaille, les casques bleus réduisent le nombre de morts sur le champ de bataille lorsqu'ils sont déployés dans des zones de guerre civile. Plus précisément, un déploiement de 10 000 troupes réduit de 40% le nombre de morts sur le champ de bataille par mois de conflit, comme vous pouvez le voir sur cette courbe. Mais encore plus important, deuxième trouvaille, les casques bleus réduisent le nombre de civils tués lorsqu'ils sont déployés dans des zones de guerre civile. Avec seulement 4000 troupes déployées, les pertes civiles baissent de plus de 50% par mois de conflit. Encore une fois, graphique à l'appui. Mais attendez une minute. Ça semble un peu contre-intuitif, non? Je veux dire, comment est-ce que les opérations de maintien de la paix peuvent avoir des effets aussi positifs et réussir dans seulement 44% des cas? En fait, la différence, elle vient du fait qu'il existe au moins deux approches pour juger de l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Une approche absolutiste et une approche relativiste. Moi, je posais la question, est-ce que les opérations de maintien de la paix sont utiles? Une question qui invite une réponse assez manichéenne. Oui, non, rouge, orange, jaune, vert. Mais la communauté académique pose plutôt la question, à quel point sont-elles utiles? Et pour beaucoup d'experts dans le sujet, la réduction des pertes civiles et militaires dans un conflit, c'est de loin la variable la plus importante. Ça devrait être le but premier de toute opération de maintien de la paix. Les autres objectifs, par exemple rapatrier les réfugiés, reconstruire l'infrastructure du pays ou mettre en place des élections, sont impossibles tant que l'intensité du conflit n'a pas été réduite drastiquement. Et donc, mesurer ce pourcentage de réduction de violence est pour beaucoup de spécialistes ce qui détermine le vrai succès d'une opération. Moi je vous montre des petites loupiottes qui clignotent et les vrais experts font des régressions statistiques. Donc forcément, on arrive à des résultats différents. Mais il y a une autre raison fondamentale pour laquelle c'est si compliqué de mesurer l'efficacité de l'ONU. Ça, c'est un graphique qui montre le type d'environnement dans lequel les missions de maintien de la paix de l'ONU sont déployées depuis 1991. On a d'abord les opérations déployées dans des zones sans conflit ou avec un conflit de basse intensité, et puis les opérations déployées dans une zone de conflit actif. Si vous vous souvenez de ce que je vous racontais plus tôt, les OMP étaient à l'origine envisagés pour faire ce qui est dit dans le titre, maintenir la paix. Or là, vous pouvez voir que depuis la fin de la guerre froide, et encore plus depuis le début des années 2000, les casques bleus sont déployés presque uniquement dans des zones où la paix doit être créée de toutes pièces et imposée, pas seulement maintenue. Et ce n'est pas tout, ce changement d'environnement s'accompagne d'un changement dans les missions des casques bleus. Voici les mandats d'opération déployés pendant la guerre froide. Donc en fait ici, chaque couleur représente un type d'objectif mandaté par le Conseil de sécurité. On a surtout des tâches de supervision et de patrouille militaire. Maintenant, regardez les mandats après la guerre froide. En fait, si les casques bleus jouent à un jeu, la difficulté de ce jeu n'a fait qu'augmenter avec le temps. Les taux de victoire pendant la guerre froide et après la guerre froide sont donc absolument incomparables puisque la proportion de missions difficiles dans les dernières décennies a explosé. C'est précisément pour faire face à cet environnement en constante évolution que l'ONU a dû se réinventer pour ne pas tomber dans l'oubli, muter pour ne pas être effacée par la sélection naturelle géopolitique. Cette augmentation dans le niveau de difficulté, elle est due à plusieurs facteurs, notamment comme on l'avait vu précédemment, le besoin par l'ONU de reconstruire sa légitimité en faisant de la protection des civils l'une de ses priorités et donc de mettre en place des opérations dans des zones encore en guerre pour éviter des massacres comme ceux des années 90. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que le temps moyen d'une mission de maintien de la paix a doublé entre les années 90 et les années 2000, et que la quantité de personnel déployé a explosé. Et donc sur les 4370 casques bleus décédés dans l'exercice de leurs fonctions entre 1948 et 2024, 81% ont perdu la vie après la fin de la guerre froide. En fait, ce que nous enseignent tous ces points, ces chiffres, ces graphiques, c'est qu'évaluer l'efficacité des OMP, ça doit se faire en référence avec la difficulté de la mission en elle-même. L'histoire nous montre que les casques bleus sont souvent envoyés dans les scénarios les plus difficiles. Et de même que l'efficacité d'un traitement médical doit prendre en compte à quel point un patient était malade au jour 0, l'efficacité d'une OMP doit prendre en compte la gravité de la situation initiale. Vous voyez ça? C'est bizarre. C'est une cellule qui fonctionne de manière anormale. Si on ne l'arrête pas, elle peut commencer à se multiplier et à attaquer son hôte, comme un cancer. Il arrive que notre organisme bleu en soit victime. Regardez. Alors elle, c'est Grete Faremo, et lui, c'est Vitaly Vanchelboim. En 2015, ils étaient à la tête du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Une branche de l'ONU qui s'occupe de coordonner les besoins logistiques des autres agences de notre organisation. Alors oui, c'est pas très sexy comme intitulé, je vous l'accorde, et d'ailleurs ça, Grete et Vitaly, ils en sont conscients. Ils n'allouent pas de fonds, ils font pas de discours, ils agissent dans l'ombre. Leur branche exécute les ordres, c'est tout. Et ça fait un peu mal à leur ego. Alors ils ont une idée. Ils se disent la chose suivante. Dès qu'une agence de l'ONU nous demande de réaliser un projet,
on va leur surfacturer nos prestations pour toucher un profit. L'idée c'est ensuite de cumuler ces profits, à peu près 60 millions de dollars, et de les prêter à divers acteurs, transformant donc un organe purement logistique de l'ONU en une banque d'investissement. Alors un soir, lors d'une réception diplomatique à New York, il rencontre un businessman anglais, David Kendrick. Le courant passe bien, David a l'air sympa, et sans réfléchir beaucoup plus, il décide de lui prêter presque la totalité des 60 millions qu'ils avaient accumulés jusque-là pour des projets de construction dans des pays en voie de développement. Sauf que quand, quelques mois plus tard, Grete et Vitaly commencent à demander des retours sur leur investissement, ils s'aperçoivent que David a utilisé une grosse partie de cet argent pour rembourser ses propres dettes. Alors je vais pas rentrer dans les détails juridiques de l'affaire, mais en gros, Grete et Vitaly n'ont récupéré que 10% de leur investissement initial et ont bien sûr été virés quand le scandale a éclaté. N'empêche que c'est chaud quand même. Des scandales comme ça, il y en a de temps en temps. Pas que dans les couloirs du siège, sur le terrain aussi. Tiens, regardez, la société de presse recense entre 2005 et 2017 plus de 2000 accusations d'abus sexuels de la part de personnel déployé par l'ONU dans le cadre de missions de maintien de la paix. 300 de ces accusations concernaient des enfants. Et seulement une fraction du personnel de l'ONU a été tenue responsable de ces actes. En fait, ces événements mènent à un paquet de questions. Comment tu peux être sûr que l'ONU utilise les fonds qui lui sont alloués de manière éthique? Et qui est responsable du comportement du personnel de l'ONU? Mais aussi, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, est-ce que cette énorme organisation bureaucratique, c'est pas juste une énorme machine à gaspiller du fric? Une question qui a encore plus de sens quand on se rend compte que le budget des opérations de maintien de la paix est passé de ça en 1947 à ça en 2016. Alors l'ONU, ça coûte trop cher? On va faire un petit voyage dans le temps. Ok, on est le 3 juin 1969. Et James Clayton, professeur d'économie, s'adresse au Congrès américain pour dénoncer les coûts économiques exorbitants encourus par les États-Unis au Vietnam. Après un long discours, il conclut en disant ceci. Si l'on se penche sur les coûts des guerres tout au long de l'histoire américaine, quelque chose semble hanter notre destin. Sur les 100 dernières années, chacun de nos conflits majeurs a coûté 10 fois plus que le précédent, en incluant coûts directs et indirects. La guerre de sécession nous a coûté 3 milliards, la Première Guerre mondiale, 33 milliards, la Seconde Guerre mondiale, 383 milliards. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, chaque guerre a coûté le double de la précédente. La guerre de Corée nous a coûté 54 milliards, et le Vietnam, jusqu'à aujourd'hui, nous a coûté 110 milliards. À moins que nous n'inversions drastiquement cette tendance, la guerre sera bientôt beaucoup trop coûteuse pour valoir le coup d'être menée. Sauf que la guerre du Vietnam finira par coûter 176 milliards au gouvernement américain, ça fait à peu près 1000 milliards en dollars actuels, et il semblerait que James Clayton soit une sorte d'oracle puisque la guerre en Afghanistan coûtera 2313 milliards entre 2001 et 2022, et la guerre en Irak et en Syrie 2900 milliards entre 2001 et 2023. Alors ça fait beaucoup de milliards, donc remettons ça en perspective. Le budget annuel pour les opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, la plus grande organisation internationale au monde qui supervisait 11 missions de maintien de la paix en 2022, était de 6,3 milliards, soit à peine 0,7% du budget de défense américain la même année. Les opérations de maintien de la paix sont-elles vraiment utiles? Je vous répondrai par une autre question. La guerre au Vietnam et la guerre en Irak étaient-elles vraiment utiles? Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, elle devrait peut-être se la poser un peu plus cette question, puisqu'en 2018, elle s'était vantée d'avoir permis aux États-Unis de réduire le budget de l'ONU de 1,3 milliard en 2 ans. Sauf que, regardez ici, selon des projections économiques, si la communauté internationale avait investi 800 millions par an entre 2001 et 2013 sur chaque opération de maintien de la paix, soit une augmentation de son budget entre 50 et 70%, les instances de conflit armés auraient été réduites de moitié par rapport à un scénario où le budget était de zéro. Mais vous voulez que je vous fasse part de la plus grande ironie? L'une des raisons qui a mené aux échecs traumatisants des années 90, c'est qu'un paquet d'États membres ne payaient même pas leur contribution à temps. En septembre 2000, les États-Unis devaient 1,5 milliard de dollars au département de maintien de la paix de l'ONU. Ce qui veut dire que l'ONU avait du mal à payer ses casques bleus dont les plus grands contributeurs étaient des pays comme le Bangladesh, le Ghana et le Kenya qui ne pouvaient pas se permettre de se balader avec des millions de déficits. Bon, comme notre petit organisme bleu, j'ai l'impression qu'on a parcouru un bon bout de chemin. En fait, je dois vous présenter mes excuses. Avant de vous expliquer pourquoi, j'aimerais juste remercier une toute dernière fois CyberGhost VPN, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Si vous êtes intéressé par leur service, toutes les infos sont en description. En fait, au fur et à mesure que le petit curseur rouge de l'interface YouTube se déplaçait vers la droite, on se rapprochait du moment que j'appréhende le plus dans cette vidéo. J'imagine que vous vous attendiez à une conclusion, c'est souvent comme ça que ça marche dans les vidéos YouTube, et pour tout vous dire, j'en avais écrit une de conclusion, et puis je l'ai lue, relue, re-relue, et elle était un peu nulle ma conclusion. J'avais écrit un truc sur le fait que c'était à vous de décider ce que vous pensiez de l'ONU.
qu'on pouvait la voir aussi bien comme un globule blanc qui participe au système immunitaire international que comme une cellule cancéreuse. Bref, un truc pratique qui me permettait de me dédouaner de toute prise de position. Ça sonnait un peu faux et cynique, alors laissez-moi vous dire ce que je pense vraiment. Je pense qu'au vu de tout ce que je viens de vous présenter, il faudrait être misanthrope ou nihiliste pour dire que l'ONU est inutile. En fait, ce qui rend ce sujet si complexe, c'est que notre petit organisme bleu, c'est une porte ouverte sur un monde parallèle. Parler de l'ONU, c'est conjecturer sur un passé alternatif qui n'a jamais eu lieu. C'est parler de ce qui aurait pu se passer. Des civils qui n'ont pas été massacrés par des armes qui n'ont pas fait feu dans des guerres qui n'ont jamais existé. Et de civils qui ont été massacrés par des armes qui ont fait feu dans des guerres que l'ONU aurait sans doute pu prévenir. Mais évidemment, ce qui reste dans la mémoire collective, c'est les cris des millions de morts qui hantent encore les couloirs froids du siège de notre organisation. Pendant ce temps-là, notre petit organisme bleu continue d'évoluer par cycle. Expansion, puis compression. Expérimentation, puis précaution. Espoir, puis désillusion. Un être imparfait, dont le changement est la seule constante, qui tente tant bien que mal de survivre, dans ce monde qui a besoin, mais lui fait souvent violemment comprendre qu'il ne veut pas de lui. Alors quelle que soit votre position, j'ai une petite pensée aux casques bleus qui perdent la vie pour faire la guerre à la guerre, entre des factions pour lesquelles ils n'ont aucune sympathie, dans des pays qu'ils ne connaissent pas. À ce contingent de 80 casques bleus indiens, envoyés en RDC avec seulement 2 jeeps, une ambulance et un interprète congolais, pour tenter de participer à l'accomplissement d'une mission tellement complexe qu'elle ne tient même pas sur une feuille A4. Autant d'anonymes qui meurent dans l'oubli et l'indifférence, très loin des news et des sommets diplomatiques. Parce que malheureusement, dans ce monde où les actualités nous noient sous les mauvaises nouvelles et les images de massacres, les gens qui essaient de faire avancer la paix le font dans l'ombre.